Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi et ce sera naturellement vendredi relax. Vendredi relax et nous avons également des thèmes à caractère relax, des thèmes sociaux ce matin. C'est un vieux sujet que nous avons choisi de remettre sur la table parce qu'il reste toujours d'actualité. Ce vendredi matin, nous parlerons de la polygamie. Une interrogation simple. Pour ou contre la polygamie? La polygamie a-t-elle des avantages ou alors un peu plus de désavantages? On en parlera ce matin afin que nul n'en ignore. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour en kiosque avec la compagnie de Claudia Ncha. Mais avant tout cela également, on aura déjà marqué un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour. Tout ceci se passera naturellement au canal 6 mais aussi au canal 317 sur Canal Plus International. C'est la dernière livraison de la semaine. Pendant 2 heures de temps, nous allons vous offrir comme d'habitude une autre manière de faire la télé. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Eric Achinkor, bonjour. Bonjour le parfait Haïti, bonjour à ce très riche panel, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Je voudrais me faire le devoir de saluer chaleureusement l'ensemble de la communauté musulmane qui aujourd'hui va se rendre massivement à la prière. Et ça me fait tout de suite penser aux populations de l'extrême nord, à Maroua, où je salue particulièrement le professeur Njemeni Kleber de l'université de Maroua. Je m'en voudrais de ne pas saluer chaleureusement les populations de Nkolmetet, notamment ceux de Nkolia. C'est la grande famille Mvogonomo. Nkolia. Je connais bien Nkolia. Hein. J'ai un ami là-bas qui s'appelle Joseph Mbala. Oui. Il est d'un Kolia, après un Kolmetet. Oui, en allant vers Samelema. En allant vers Samelema. Je crois quand même... Kolmetet, c'est le village mythique hein, de l'ancien patriarche qui n'est plus de ce monde, Ndisamba. Exactement. Il y a plein d'autres patriarches comme ça là qui effectivement ont contribué à transmettre des valeurs. Tout à fait. Et je crois que j'ai fait l'école de ce village et j'ai beaucoup appris. Eric Achinkor, merci d'être là. Vous êtes analyste socio-politique. À côté de vous, nous accueillons la femme du vendredi. Elle, c'est Jeanne-Rosine Vondo. Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Achille, ça faisait longtemps, c'était plus rencontré. Et bonjour à Blériot qui est toujours bien habillé. Je félicite celle qui prend vraiment ce temps-là de pouvoir mieux l'habiller, mieux le regarder tous les matins. Félicitations à celle-là. Celle-là, j'espère que tu as mis SSL. Bon, celle au pluriel. Non. Parfait, parce que si tu mets celle au singulier, ça peut créer des problèmes. Hein? Bon, je mets au singulier. Pour le câble Blériot. Pour le câble Blériot. Quand Blériot sort le vendredi matin, il dort quelque part. Et là-bas, il y a une dame qui s'occupe de lui ce matin. Donc, si je dis celle avec S, cela voudrait dire que Blériot dort avec... Et qu'est-ce que tu en sais? Ce matin, parfait, comme je te le disais en off, je ne suis pas du tout fière de certaines écoles. Oui. Mardi, j'ai rencontré des petits élèves dans des supermarchés à des heures de cours. Et ces enfants étaient habillés en tenue de classe. J'ai interpellé 2 de ces enfants qui étaient en train d'acheter des biscuits et des gâteaux. Et ces enfants m'ont dit, quand je les ai interpellés, ils m'ont dit, Madame, notre surveillant de secteur a demandé qu'on sorte pour qu'on vienne fêter un anniversaire à des places. Chose qui m'a un peu courroucée. J'ai dit, est-ce que l'administration sait également que ces enfants sont à l'extérieur? Il est presque 10 heures. Et ces enfants viennent fêter l'anniversaire à Carrefour. C'était un dimanche? Un mardi. Ah, d'accord. Mardi. Un jour bien ouvrable. Un jour bien ouvrable. Et je préférais taire le nom de cet établissement, mais je pense que nous sommes en fin d'année et effectivement, les enfants certainement ont déjà terminé les séquences du premier trimestre, mais il faudrait vraiment qu'on fasse gaffe parce que à ces périodes, c'est très dangereux pour nos enfants. Et effectivement, je crois que je voudrais y coller un mot parce que
J'ai également... Eric, on met rapidement une transition pour des petits promeneurs de technique. Nous y reviendrons. Nous revenons tout de suite. À tout de suite. Toutes nos excuses pour cette légère interruption. C'était pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Alors, c'est Eric Achille qui prenait la parole. On lui remet solennellement cette parole. Eric Achille. Oui, c'était pour dire que effectivement, Jeanne a raison. Elle a posé un problème que nous vivons au quotidien, avec notamment ces enfants qui quittent les salles de classe pour se retrouver dans des grands espaces. Se citer. Et je me suis amusé également un jour à interroger un groupe d'élèves. Je crois qu'il était plus de 18 heures. Je m'étais demandé où est-ce que ces enfants sortaient, où étaient leurs parents. En tenue de classe. En tenue de classe. Et dans le même espace. C'est dans le même supermarché. Et je me dis évidemment que ça ne devrait pas être... Moi, je pense qu'on ne va pas continuer à nous cacher. Si vous pensez que le supermarché en question est devenu célèbre pour accueillir les élèves aux heures de cours, on doit attirer l'attention. C'est un travail d'éducation et d'éveil que nous faisons également ici. Donc, vous parlez un peu plus du supermarché Carrefour. Exactement. Je crois qu'il est situé après... Juste en face du palais de sport. Non, juste parce qu'il y a deux, il y a celui du palais de sport, celui du palais de sport. Il y a également celui de qui? Oui, dans tous les cas, c'est les deux au même moment. Et je pense que ceux qui gèrent ces espaces devraient à un moment donné interdire à ces enfants d'y entrer. Bien entendu. C'est-à-dire, surtout aux heures de classe. Surtout aux heures de classe. Et même après les heures de classe, il faut que les enfants rentrent chez eux ou alors qu'ils trouvent un moyen pour enlever la tenue de classe. De toutes les manières, parce que c'est assez dangereux. Aujourd'hui, on est en fin d'année, et c'est pas qu'en fin d'année, on connaît les agressions, les viols dans les taxis, tout ça là. Il y a une insécurité grandissante. Et le devoir de l'ensemble de la communauté éducative, c'est justement de protéger ces enfants. Et c'est à cela que je donne raison à Jeanne pour cette interpellation. Très bien. C'est vrai que Jeanne m'en a parlé en off. Je ne prenais pas d'abord la chose au sérieux, mais comme nous sommes déjà en studio, je pense que c'est sérieux. Parce que nous sommes des parents d'élèves, vous envoyez les enfants à l'école et on vous dit que en plein mardi, à 10 heures du matin, les élèves sont déjà en tenue dans certains supermarchés, notamment à Carrefour. Je pense que, comme l'a dit Eric Achille, les personnes qui sont en charge de Carrefour doivent prendre des mesures pour que les élèves ne soient plus là aux heures de classe et surtout en tenue de classe. Effectivement, parfait. Et aussi au parc Kyriakides, qui est via la rue Sépère. À cette heure-là, vous allez trouver des enfants, même à 9 heures. Au parc Kyriakides, vous allez trouver des enfants en tenue, surtout les enfants du lycée de Lixono. Ces enfants se retrouvent là-bas, ils sont en train de pisciner. Et chaque fois j'interpelle, il est 9 heures. Ils sont dans la piscine. Et chaque fois j'interpelle toujours le bureau du parc Kyriakides. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne chassez pas ces enfants? Mais j'ai compris dans mon autre que il y a des personnes qui s'en fichent également du bien-être des autres. Donc on ne peut pas être parent, on retrouve un enfant en plein 10 heures, 9 heures, 8 heures, ils sont là. Et on se demande pas pourquoi est-ce qu'ils sont. On devait les chasser. Mais je pense que ça devient un petit business parce que quand ces enfants vont pisciner, ils payent, ils sont là toute la journée. On se demande, est-ce que ces responsables de ce parc Kyriakides-là n'ont pas aussi des enfants chez eux? Et c'est là où ils prennent toutes les formes de stupéfiants. Et là, on trouve des stupéfiants. Au parc Kyriakides. Donc, j'interpelle vraiment qu'on puisse... je pense que c'est à Yaoundé Premier. Le maire de Yaoundé Premier fasse une descente. C'est juste derrière la DGSN. Vous voyez, parfait. D'accord. Je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, je sais pas, j'étais aussi dans un endroit à Yaoundé. J'ai oublié le nom de l'endroit. C'était vers 13 h. Eh ben, moi, j'étais en train de boire un verre. Moi, je suis un vieux qui boit un verre. Moi, j'ai fini mon école depuis des années. Je ne me rappelle même plus l'année, j'ai eu le bac. Alors, Blériot, je vois des fillettes qui sont là, en tenue, avec des jeunes gars. Et les enfants, maintenant, sont courageux. Ils font comme si... Moi, j'ai demandé à ces gens-là de quitter là. Ces enfants-là, en tenue. En tenue. Et ils étaient aussi en train de boire la bière, Et la table était même plus saturée que la mienne. Je leur ai demandé de quitter là et d'aller à l'école. Il a fallu résister. Je me suis levé. Et ils sont partis.
Et après, couple, hein? Et j'ai attiré l'attention des représentants de ce snack que ce que vous faites là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Accueillons notre consultant, hein, lui qui a également longuement enseigné. Pierre Bleureux restera donc notre consultant, le digne fils de Boumier-Bel. Il est descendant de Omiobé. Pierre Bleureux, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, vous comprendrez pourquoi je n'intervenais pas pendant que vous parlez, puisque vous ne m'avez pas encore... Pas du tout, c'est clair. Mais non, le problème n'est pas celui des promoteurs, des snacks, des parcs, des supermarchés, non. Sous le régime de Biya, il y a quelque chose de particulier qui s'est produit. Les mœurs publiques se sont dissolues à un niveau qui est inimaginable. Je vais vous prendre quelques exemples. Dans mes premières années, et dans les premières années du règne de Paul Biya, la CEMIL se baladait dans la ville dans la nuit. Ouais. Et tout homme en tenue qu'on retrouvait dans un bar avec la tenue, c'était fini. On l'emportait. Ouais. Et les populations voyaient ce qui se passait. Vous comprenez? Ouais. Donc si on arrêtait donc des militaires, on les mettait pour aller les mettre dans les cellules militaires. À plus forte raison. Les civils et autres. La morale publique est une organisation générale. Aujourd'hui, vous trouvez... Il y a un policier qui danse souvent dans les bars. Il prend la tenue. Il attache au rein. Et les gens applaudissent. Il tourne les reins avec la tenue. Il prend le haut de la tenue. Il tourne les reins avec la tenue du peuple. Donc, les gens applaudissent. Voilà l'image. Non, s'il reste quelques honneurs. Vous savez aussi qu'on avait pris une décision ici sur les habillements indécents des femmes. Oui. Où est allée cette décision? Ah ben, vous avez parlé tout à l'heure des hommes en tenue qui boivent dans des bars et autres endroits en tenue. Je dois vous dire, Bleureux-Mec, que cette mesure est toujours en vigueur. Mais elle est toujours en vigueur. Et vous savez pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles on a pris cette mesure, non, parce qu'on sait que la tenue influence aussi. L'homme en tenue qui vient là, aujourd'hui au Cameroun, quand il finit de boire, à 80% des cas, il ne paye pas. Oui, je vous dis, il vous dit qu'il est militaire. Et vous insistez, il appelle ses amis, on vient bastonner les gens. Vous comprenez ça? Beaucoup d'autres dérives. Il y a même eu des dérives à Marois où des gars avaient tiré. Alors, il y en a même qui attrapent les femmes de force dans ces conditions-là. Donc, c'est un problème de morale publique. Je dis là, tout le monde a peur de prendre des décisions. Je vous parle de cette affaire de vêtements indécents. Mais les premières personnes à s'opposer à ça, c'est nos personnalités, entre guillemets. C'est-à-dire les gens sont tellement pervers que vous allez même dans un tribunal, vous trouvez des magistrats en petite tenue. Vous comprenez? On se balade comme ça. Alors, si un magistrat peut s'habiller de manière indécente, qui va l'interpeller? Ce n'est pas le policier ou le gendarme. Pas du tout. Voilà. Que fait l'administration territoriale sur cette question-là des mœurs publiques? Il y a une des Douala qui sont les vitrines. Les élèves ne sont que du menu frétin. Les élèves aujourd'hui ne savent même pas quelle est la valeur de la tenue. Pas du tout. Y compris les promoteurs d'établissements. Parce que même cette tenue a un symbole. C'est un symbole particulier. Ouais. Déjà, le transport des élèves doit se faire dans certaines conditions. Ils sont prioritaires. Les lieux qu'ils doivent fréquenter pendant qu'ils sont en tenue doivent être surveillés. Les heures pendant lesquelles on peut porter la tenue, et ainsi de suite. Mais tout ça a été jeté dans l'eau. Maintenant, on vit seulement comme ça, comme si on était de purs sauvages, parfois ici. Donc, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il faudra bien que quelqu'un tape du poing sur la table pour que la morale publique revienne. Je vous assure, dans un restaurant, vous voyez une dame habillée, et comme tout est argent, mercantilisme, un barman n'est pas capable de dire à un élève qui arrive à 10 heures que non. On ne vendait pas la cigarette aux enfants, la bière aux petits. Oui. Aujourd'hui, les parents commissionnent des enfants de 5 ans acheter la cigarette. Effectivement. Vous comprenez? Donc, nous, on a retenu quoi finalement de la morale? Rien du tout.
Merci. Hein. De toutes les façons, je pense que nous y reviendrons pour mettre un peu plus du doigt sur la plaie. Blériot, retenez le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce vendredi. La sagesse de ce vendredi, je la dois à un frère avec qui nous causions récemment. C'est un député suppléant et je lui ai dit que je la lui volais parce qu'elle m'a fasciné. On dit un traître repenti, c'est celui qui n'a pas achevé son travail. On peut reprendre. Un traître repenti, c'est celui-là qui n'a pas achevé son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à celui qui nous a trahis au moins une fois déjà et qui revient pour dire que bon, il a changé. Que très souvent, il vient pour achever ce qu'il a commencé et qu'il n'a pas pu achever à temps. Il faut donc faire très attention à ceux qui nous ont déjà au moins une fois abusés. Merci Pierre Blériot. Une première touche pause. À tout de suite pour la suite. Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir. Le week-end s'annonce. Hein? Comment? Le week-end s'annonce. Bon, ça dépend. Il y en a, ça s'annoncera dans des deuils, d'autres dans des fêtes. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai une fête ce week-end. Il y a une nièce que l'on va donner en mariage. Vous savez, chez nous, les Bantous, c'est une fierté. Ah oui, lorsque vous avez accouché une fille et qu'elle parte en mariage. Et vous êtes content, c'est un honneur. C'est pas bien que vous accouchez une fille, elle a 23 ans, elle est chez vous, elle a fait le premier enfant, elle a 26 ans, elle a fait les jumeaux, à 29 ans, elle fait un quatrième, à 35 ans, cinquième enfant avec 5 papas différents, et elle commence les veillées des prières. Et tout. Lorsqu'elle a 40 ans, elle dit que son papa est sorcier. La situation que vous décrivez parfois ici, les hommes vivent aussi la même chose. Il y en a à 40 ans. Mais c'est pas la même douleur. C'est pas la même douleur. Attends, quand vous voyez une femme de 40 ans qui est encore chez ses parents, elle n'est pas mariée. Est-ce que c'est beau? Le mariage n'est pas tu aimerais avoir le même sort? Ce n'est pas ça, mais je dis, c'est pas obligé. Le mariage n'est pas quoi? Plus fort en soi. Ah ben ça sont les paroles de consolation. Rien à voir, pour les femmes qui ont été déçues. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faut qu'on le comprenne. Si à 45 ans, tu n'es pas toujours marié, il n'y a pas de quoi aller se pendre. On va prier pour autre chose, bien évidemment. Pas pour le Pourquoi mariage. tu t'énerves? Non, parce que... Oui, c'est vrai, je suis énervée, j'avoue. Parfait, ici, vous savez que vos affaires avec Claudia, je n'entre plus très souvent, mais il faut quand même le dire, ici ou en off, de ne plus dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Très sérieusement, c'est rater au moins un quart de sa vie que de ne pas être marié. Et on sait de quoi on parle. Même quand on s'est marié et que ça s'est... Si vous vous mariez et que ça se passe mal, vous ratez un tiers de votre vie. C'est ça qui organise la vie, en fait. Donc, vous n'êtes pas marié, femme ou homme. Femme, déjà, vous êtes sur votre parent, sur votre père. Vous faites quoi là? Votre nom, c'est qui?
Les doigts là. Ces hommes qui vivent à 40 ans à la maison, on va quand te donner la sagesse. Chez les doigts là, le nom que tu portes là, on appelle ça Dinala Mutambamba, c'est-à-dire le nom de prostituée. Pour qu'on te souma le Dinala Mutambamba, on t'enlève un nom de qui a de la valeur. On t'enlève le faux nom que ton père t'avait donné. Donc toutes les femmes qui ne sont pas mariées sont des prostituées alors. Oh, tu n'as pas compris. Oh, c'est pas. Tu as fait dans la manipulation. Je dis que ce nom que tu portes, l'Ancha, Oui. ton père te l'avait donné comme jeune fille. Faut pas que tu restes jeune fille toute ta vie. Et tu vieillis avec ce nom, l'Ancha, avec plus son nom. Claudia. Là, ça devient un nom qui a de la valeur. Je ne veux pas. Ncha, c'est le nom de ta mère que ton père lui a donné. Tu vois, ça, c'est pas ton nom. Donc, tu discutes le nom. Pas mon nom. Non, c'était ton nom d'enfant. C'est-à-dire que c'est le nom de ta mère, c'est elle qui est Madame Ncha. Toi, tu trimbales le nom d'autrui. Il faut maintenant qu'on te baptise. C'est le mariage à tout prix, c'est ça? Non, il faut qu'on te baptise. Quand tu n'es pas marié, c'est comme si tu n'étais comme si tu n'étais pas baptisé. Pour l'église catholique, le mariage est un sacrement. Je crois que tu es Oui, un des 7 sacrements. Oui. Et comment un catholique peut dire qu'un sacrement n'est pas une fin en soi? Le baptême est une fin en soi, non? Claudia va Le te mariage est marier. une fin en soi. Merci, merci. Claudia, tu vas te marier. Calme-toi, je te souhaite. On sort du Nous allons prier pour toi. Voilà, que tu es le mariage. Voilà. Donc ne dis plus à Dieu que ce n'est pas une fin en soi. Merci, hein. On ferme cette longue parenthèse en redonnant la parole à la petite Claudia. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le hebdomadaire La BTO. Le journal de propos des actualités. Tout d'abord, conférence internationale de la chaire OMC. Les pays africains appelés à intégrer le commerce international. L'invitation est du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatangana, qui a lancé ce 28 novembre à Yaoundé la 3e édition. Au bas de une de son journal, Dieudonné Mveng parle ce matin de transformation technologique de l'Afrique. Armand Claude Abanda vante l'expérience du Cameroun sur le digital. Le titulaire de la chaire UNESCO Access TIC a du 26 au 28 novembre 2024 à Addis Abeba en Éthiopie pris part à la conférence continentale sur la transformation de la science, la technologie, l'ingénierie et des mathématiques. Fête de fin d'année, on en parle avec le quotidien Info Matin ce vendredi. Betty Assomo, Prestri, proactivité et innovation. C'est à la faveur de la réunion spéciale d'évaluation des urgences sécuritaires qu'il a présidé ce 28 novembre à Yaoundé, sur très haute instruction du président de la République Paul Biya, en présence du DGSN Martin Barganguele, du DGRE Jean-Pierre Ngomo, du CED Bar GN Galaxy Toga et du CED Bar ACVG Kumpa Issa. Le MINDEF a par ailleurs loué l'engagement patriotique et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le ministre Joseph Betty Assomo s'est donc exprimé hier et le quotidien Réalité Plus reprend donc ces mots pour parler justement des fêtes de fin d'année. Tant pis pour ceux qui tenteront de troubler les populations camerounaises, s'est-il exprimé. Nous changeons de cap, on parle d'autre chose avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, plus précisément des élections à l'Union africaine. Marie-Claire Nana nous dit ce matin que Djibouti sollicite Yaoundé. Le président de la République Paul Biya a reçu hier Mohamed Abdul Kader Moussa, ministre djiboutien de l'environnement et du développement durable. L'envoyé spécial du président Ismaël Oumar Guelleh est allé présenter la candidature de son pays pour le poste de président de la commission et souhaite le suffrage du Cameroun, apprend-on dans ce journal Parian Kiosque ce matin. Autre information à retenir ce vendredi avec le quotidien Mutation, on parle d'impôt sur le revenu. Georges-Alain Bouyomo s'interroge ce vendredi. Le temps d'extension repoussé à 2 reprises. Le délai pour la déclaration annuelle récapitulative des revenus des particuliers expire le 1er décembre prochain. Face à la presse hier, le chef du centre régional des impôts du centre 1, Emeline Vougo, épouse de Biyina, a invité à nouveau les contribuables non professionnels retardataires ou défaillants à se mettre en règle
de l'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Avant de revenir sur cette actualité que crête le Messager au bas d'une de son journal, lisons d'abord sa grande une. Le tableau nous amène du côté de la Centrafrique et s'interroge d'ailleurs qui veut déstabiliser Touadéra. La mort d'un chauffeur camerounais prétendument attribué aux paramilitaires russes de Wagner à Bougouin, Serdalibi, au cabinet noir, apprend-on dans ce journal. On reparle une fois de plus de la déclaration de l'IRPP, l'ultime avertissement initialement fixé au 30 juin, puis prorogé au 1er septembre. Les contribuables qui n'ont pas encore régularisé leur situation fiscale ont jusqu'au 2 décembre prochain. Sinon, ces retardataires seront frappés d'une amende de 250 000 francs CFA, nous dit le journal Le Jour en kiosque ce matin à quelques heures de la date butoir, le 2 décembre 2024. Le chef centre régional des impôts du centre 1 invite les retardataires à se conformer à la loi des finances. Le du Sahel est en kiosque ce vendredi. Le cri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun de Guy Baï-Gatamel nous amène tout d'abord du côté de Darak. 18 morts dans le naufrage d'une pirogue. Le récit se trouve en page 3. Entre autres, un Gaoundéré Garoua, 3 personnes kidnappées et puis évaluation. Le projet Viva le Gon. Les autorités se disent satisfaits des performances. On reparle également justement de cette situation sécuritaire au Cameroun en prélude aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Betty Assomo qui évalue la situation du pays. On clôture avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti. On parle de l'économie Business Award. On en parlait déjà hier avec le même journal. Les lauréats de la 3e édition sont connus. Personnalité incontournable dans le monde des affaires du Cameroun. Proté Ayama a reçu le prix spécial du jury. L'information est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Merci, Claudia Ancha, pour toutes ces informations parues en kiosque. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Merci. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission parfois ici. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Tu vas te marier, ma fille. Amen. Amen. Voilà. Au nom puissant de Jésus. Une touche force s'impose. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je salue nos téléspectateurs très nombreux. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici pour ces rendez-vous de télévision attendu par les téléspectateurs. Roger Kiek de Kiki est journaliste politique. Il excelle dans l'investigation. Merci d'être là ce matin. C'est moi. On dirait également joyeux anniversaire ce matin à Bernard Esso Mbeka. Il est du côté de Yabassi. Il a 1 an de plus ce vendredi. Donc joyeux anniversaire à Bernard Esso Mbeka. Et c'est un fervent et assidu téléspectateur d'Espace Mini. On redonne la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi. Oui, parfait. Merci de me donner la parole. Mais si tu permets, j'ai une petite annonce. Notre grand ami artiste Sergio Polo a 2 belles dates de concert avant de retrouver le Cameroun où il passera ses vacances. Notamment demain samedi, ce sera à Poivre.
pour ceux qui sont de ce côté-là, ou même ceux qui peuvent faire le déplacement. À Poitiers, je veux dire. Demain, ce sera à Poitiers, samedi 30 novembre. Et le 7 décembre, ce sera à l'Art, en Allemagne. Sergio Poulo en concert. Après, il va passer les vacances au Cameroun. Nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses. À côté de ça, j'ai une autre bonne nouvelle, mais nous aurons toutes les images lundi. Le 24 de Dieu, André Onana a été reconnu, son association a été reconnue d'utilité publique par la FIPRO, la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Et il a reçu un prix. C'est son grand frère Nditap qui a pris le prix parce que ça s'est fait en Indonésie. André lui-même n'a pas pu faire le déplacement. Donc André Onana, pour ses œuvres humanitaires, a reçu de la Ligue, de la Fédération des professionnels de football, un important prix en Indonésie. Et vous dites que c'est Jérémy Sorel qui a reçu ce prix. Oui, parce qu'André n'a pas pu faire le déplacement. Ils m'ont envoyé les images pendant que j'entrais en studio. Je n'ai pas eu le temps de les faire caler. Mais dès lundi, nous aurons ces images du 24 de Dieu honoré au toit du monde. Très bien. Voilà. Maintenant, la dénonciation de ce jour, parfait, il y a un phénomène que nous décrions déjà depuis longtemps, mais il a repris ces derniers temps dans les établissements, très souvent publics. Les élèves tombent en transe, d'autres tombent simplement à des moments, parce que je ne veux pas encore citer l'établissement qui a été particulièrement indexé, parce que nous sommes en train de mener un certain nombre d'enquêtes. Vous savez, une fois qu'une structure est citée, elle est stigmatisée. Je n'ai pas terminé les enquêtes, mais dans un établissement, une vingtaine d'élèves, à raison de 4 ou 5 par jour, sont tombés cette semaine. Tous les jours, carrément. Dans le même établissement. Dans le même établissement. Des élèves tombent, on les amène à l'hôpital, ils tombent et tombent. Alors, les questions se posent. D'autres disaient avant que c'est les proviseurs qui viennent avec les gris-gris. D'autres que c'est quelques collaborateurs des proviseurs qui veulent les remplacer. Que la magie se fait dans les établissements publics. Ainsi de suite. Nous exposons ce phénomène pour le dénoncer afin que ceux qui pourraient être... Mais il y a aussi des raisons. Les psychologues ont d'autres explications. Mais nous sommes en Afrique. Et comme on dit, on se connaît un peu en détail. Très bien. Moi, je ne comprends même plus ce qui est arrivé. Hein. Roger Kekdekiki, quand vous alliez à l'école, au lycée, on ne suivait pas ce genre d'histoire. Moi, je ne comprends pas. Le phénomène est vraiment né au Cameroun il y a quelques années où les élèves tombent comme ça. On ne comprend rien. Quelqu'un tombe, il commence à faire comme les gens qui tombent dans certaines églises de réveil, comme s'il est envoûté, comme s'il y a les mauvais esprits qui parlent dans son corps, ainsi de suite. Et ce qui attire dans notre attention, c'est la récurrence, la fréquence de ces occasions, de ces tombes-tombes. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, les tombes-tombes. Et parfois, nous ne sommes pas des enquêteurs, mais nous pouvons aussi mener les enquêtes journalistiques. On a l'impression que le phénomène est beaucoup plus présent dans certains établissements. Je vous passe la parole. Oui, je vais vous surprendre en vous disant que ce qui se passe n'est pas anodin. Quand moi j'étais au lycée, il y avait un mouvement qu'on appelait Interact. Et il y avait des tombes, mais pas à l'établissement, parce que les jeunes d'Interact étaient du Rotaract. C'est-à-dire que le Rotary avait une sous-branche qui concernait les jeunes, la plupart des enfants des cadres de cette affaire. Moi, j'étais jeune, brillant, et j'avais la chance d'avoir été accepté, coopté pour être impresario c'est-à-dire, je me dis que ces gens-là avaient senti mon étoile. Et on t'a tiré un peu. Voilà, alors, pendant l'une des cérémonies du Rotaract, parce qu'elle se tenait parfois d'Interact, à l'hôtel Malibu, les jeunes de Douala, lycée et collège confondus, venaient retrouver ceux de Yaoundé et d'autres qui venaient ailleurs pour des grandes fêtes autour de la piscine, en boîte de nuit, et il y avait eu des incidents. Moi, j'ai commencé à questionner ces affaires-là et j'ai fait le lien entre les Rotaract, qui était une sous-branche enfin, Interact, sous-branche de lycée et université,
inférieur au Rotary. Et j'ai donc compris que rien n'est anodin. On m'a dit que Rien ce n'est sont anodin. un tout petit peu comme des écoles de Oui, formation. oui, bien sûr, on compte. C'est-à-dire quand tu es encore petit niveau, tu commences par là, avant d'atteindre le haut niveau. Oui, nous avons suivi ça. Dieu merci, parce que je pense que Dieu a toujours choisi les siens. On aurait pu. On aurait pu, parce que on a connu le retard. Après ça, vous avez vu la jeune chambre me dit, venez, il y a des réflexions, etc. Mais il y avait ces événements-là. Et les pouvoirs publics de l'époque avaient interdit les activités interactes. Parce qu'il y avait des hécatombes autour de la piscine. Les gens tombaient beaucoup. Oui, les gens mouraient. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention quelqu'un qui avait cheminé avec moi pendant de très longues années sur les débats du week-end, le philosophe Hubert Monondiana, professeur de philosophie. Il s'était esclaffé quand un ministre en charge des enseignements secondaires avait ouvertement, publiquement affirmé qu'il est le patron de la franc-maçonnerie et avait organisé ce qu'on avait appelé à Douala les grandes cérémonies du rite écossais ancien et accepté. Les gens étaient venus de partout. Et le monde est passé à la télévision. Il a dit que vous voyez, alors que le chef du ministère de l'enseignement secondaire dit qu'il est le patron de Il ne s'en cache pas. Symboliquement, ça veut dire que pour être proviseur ou censeur ou quoi que ce soit, il va falloir adhérer. Parce que quand vous chapeautez, c'est du lobbying. Hein. Moi, je suis journaliste politique. Moi, j'ai étudié ces phénomènes. Vous ne pouvez pas comprendre la géopolitique, notamment locale, sans comprendre ces phénomènes et sans comprendre l'enchevêtrement de ce type de phénomène-là. Si vous avez dans un établissement scolaire des grands maîtres de l'esprit, hein, qui savent manipuler les esprits et les énergies, eh bien, si les enfants se trouvent sur leur champ vibratoire, à un moment donné, ça va impacter. C'est-à-dire, si vous retrouvez sur un champ vibratoire qui n'est pas bon. C'est-à-dire, si un proviseur va faire la sorcellerie dans son lycée. Mais si vous vous retrouvez sur son champ vibratoire, il va vibrer sur vous. Incroyable. Je mets ça entre guillemets. Bon, ceux qui comprennent vont comprendre. Il n'y a donc pas. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses se passent dans notre pays, comme ça se passe dans certains grands pays. Mais avec beaucoup de naïveté, nous croyons que c'est des phénomènes ordinaires. Nous devons faire attention parce que les énergies, il y en a qui jouent avec les énergies, il y en a qui aiment les énergies, il y en a qui exploitent des énergies. Et la naïveté, l'innocence des enfants est porteuse de beaucoup d'énergie. Et quand ces gens-là se trouvent quelque part et qu'ils se mettent à vibrer, eh bien, les enfants qui se retrouvent sur ce champ vibratoire peuvent tomber comme des mouches. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller vibrer ailleurs? Bon, c'est des choses extrêmement compliquées. Il peut aller vibrer dans une forêt. Il peut bousiller les animaux là-bas. Quelqu'un qui veut vivre n'importe où. Mais c'est pas il vibre dans son milieu de vie. Et surtout, vous savez, les endroits où les gens se trouvent en grand nombre, ça peut être un stade de football, ça peut être dans une chapelle, une église pour prier, ça peut être à l'école. Une boîte de nuit. Il y a beaucoup d'énergie en circulation. Et ceux qui veulent vibrer aiment bien ces endroits-là pour vibrer. Ce sont des ventilateurs. Je m'arrête là. Eric Achelouka, toi qui es également un bantou, Roger qui nous amène dans un territoire le domaine des vibrations intenses. Et il dit que ça peut expliquer ce phénomène où les enfants tombent dans certains établissements scolaires. Par exemple, vous n'avez jamais vu que certains grands, ils vous disent grands prophètes, entre guillemets, dès qu'ils lèvent sa main, les gens tombent en série. Vous n'avez jamais vu que dans un concert de musique, un musicien, ça arrive là, se présente là, pardon, les filles commencent à tomber comme des mouches, surtout quand il agite un mouchoir ou quelque chose. C'est pas un hasard, hein. C'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Eric Achenkor, nos élèves sont-ils en danger?
Non, les enfants ne sont pas en danger. Et dire que les enfants sont en danger serait remettre le rôle de l'école qui est celui de la socialisation. Mais sauf que il faut faire attention, dans cette socialisation justement, il y a le fait que les enfants viennent des milieux différents avec des esprits différents et même des énergies différentes. Dans un tel contexte, il y a souvent ce que une espèce de domination parce que les enfants voudraient s'affirmer. Et la question de l'affirmation ou même de l'identité au sein de ces institutions fait souvent en sorte que il y ait des mécanismes de domination. Je me souviens au cours d'une étude que j'ai menée, parce que j'ai mené une étude sur les violences en milieu scolaire. Alors je m'étais justement intéressé au cas de discipline, d'exclusion des enfants, de traduction. Bref, j'avais donc fait un répertoire des cas qui avaient été traduits au conseil de discipline. Je suis tombé sur un cas assez pathétique dans un établissement public de la place où il y a un enfant qui avait dessiné le diable sur un bout de papier et il a, avec la lame, il a bien découpé et il a dit à son camarade que voilà ce qui va t'arriver. Quelque temps après, les enfants ont commencé à tomber en transe, justement, comme c'est le cas. Alors, lorsque moi j'avais discuté avec ces enfants après qu'ils aient été écoutés au conseil de discipline, il y en a un qui, effectivement, n'était pas à sa première expérience. Ça veut dire que il a connu d'autres expériences à la maison et au quartier. Il les a donc déportés au sein de l'institution scolaire. À côté de lui, il y avait un enfant issu d'une famille où l'un des parents était pasteur dans une église de réveil. Et je ne voudrais pas mettre en accusation ce qui se passe dans les églises de réveil qui est là suffisamment relevé. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement... Pas toutes les églises, dans certaines églises. Oui, et effectivement dans certaines églises. Alors on s'est rendu compte que il y avait justement dans la volonté de dominer l'autre des pratiques que les enfants faisaient. Et moi, ça m'a rappelé une pratique que j'ai vu mes camarades faire quand j'étais petit. Bon, je vous ai dit, je suis de l'école du village et j'ai fréquenté au village. Quand on ne voulait pas souvent que nous on avait au CM1 un enseignant qui était vraiment un maître qui était très rigoureux. Il venait dans l'art du fouet. Vraiment, il venait là avec la conjugaison épithète, tout cela, vous savez ce que... Alors, les choses qui vous embrouillaient. Les choses qui nous embrouillaient. Et à l'époque, c'était un peu le système de plein temps. C'est-à-dire, on allait à la pause, je sais pas, soit à midi, on revenait vers 14 h. Alors, les élèves, nos camarades, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient cueillir une herbe en brousse et venaient la mettre au niveau de la porte. À chaque fois que l'enseignant entrait, il était fatigué et il n'avait plus le courage de prendre le fouet pour lorsqu'il parlait d'épithètes, attributs du sujet, tout ça là. Donc c'était leur manière à eux. Et effectivement, c'est pour dire que ça marchait. Et je crois que ça marchait. Mais nous, on n'y comprenait rien. À chaque fois qu'il faisait cette affaire à l'entrée de la classe, le maître ne tapait plus les gens. Le maître ne tapait plus les gens. Et il y avait également le jeudi où il fallait réciter sur le calcul mental, des choses comme ça là. Ben, ceux qui, nous, on était au village, hein, vous savez, donc, les histoires là, vraiment, c'était un peu par moments compliqué pour nous. On n'a pas eu le temps de lire la nuit. Donc, du coup, très tôt le matin, les initiés venaient faire cette pratique. Vous dites que ce sont des enfants du CM1. Je parle bien du CM1. Et ça, là, je l'ai vu parce que ils l'ont fait au CE2, au CM1 et même au CM1 et au CM2. Donc, c'est des pratiques qui sont courantes au sein de nos établissements. Et à cela pourrait donc s'ajouter d'autres quêtes d'énergie où des enfants appartiennent à des sectes. Des enfants? Oui, c'est des enfants qui appartiennent à des sectes, justement. Vous voyez un enfant, mais tout le monde n'est pas enfant. Vous allez voir un vieux, il y a des vieux qui ne sont pas vieux, qui sont des enfants. Ça, vous devez des enfants qui sont des vieux. Et des enfants qui sont des vieux, c'est-à-dire ils ont une enfance qui n'est pas une enfance ordinaire. Expliquez clairement que chaque fois que quelqu'un est maître de quelque chose, il se charge d'initier sa progéniture. C'est-à-dire que les gens là,
de génération en génération se relaie un certain nombre de choses. Et l'enfant qui a l'habitude d'être initié ou de faire des voyages, des choses avec son père, veut se sentir supérieur dans le lot des autres camarades. Aujourd'hui, depuis le bas âge, que ce soit dans la musique, le football, le sport, les gens d'en haut essaient de coopter l'élite d'en bas. Très bien. C'est dans le berceau que Alors, ça se fait. moi, je doit être prudent, on a compris. vigilant pendant que nos enfants fréquentent. Je constate simplement qu'il y a déjà deux chemins qui s'ouvrent à nous. Le premier chemin, le phénomène où des enfants tombent ou bien entrent en transe, peut émaner de certains chefs d'établissement qui sont dans des trucs compliqués. Et il y a également un autre schéma où les enfants eux-mêmes, les camarades de classe, peuvent être des petits initiés, alors que nous ne le savons pas. Et ils viennent faire leurs expérimentations en salle de classe ou bien à l'établissement. Jeanne Vondor, tous ces chemins montrent quand même que c'est dangereux. Effectivement, parfait. C'est un phénomène qui s'y est depuis longtemps. Même moi, de même, j'ai vécu cela quand je faisais la classe de terminale au lycée classique de Bafia. J'étais toujours malade. Ah bon? Nous étions 4 dans notre salle de classe. Donc, je salue déjà ma camarade de classe au Bioyo, qui est substitut au procureur en fou. On était toujours malade. Et un jour, un prêtre arrivé, il a dit, il va prononcer une messe écuménique. Et c'était déjà, quand le prêtre a commencé à célébrer la messe, à prêcher, on est tombé. Et quand on tombait... Tu es aussi tombé? Oui. Incroyable. Donc, nous sommes tombés, on disait des choses, pas du tout, des choses vraiment bizarres. On était en transe. Et en ce moment-là, on interpellait nos parents. Quand nos parents arrivaient, mon papa dit, mais ma fille n'est jamais malade à la maison. C'est quelle histoire depuis qu'elle arrive au lycée classique de Bafia? Elle est toujours malade. Elle est toujours malade. Et entre-temps, une histoire est sortie. Les gens racontaient que c'était l'ancien proviseur. Je vais taire le nom. Il avait un petit nom qu'on prononçait constamment. Ce monsieur était toujours habillé en culotte. En culotte? Oui. Même quand il venait à l'établissement? Oui. En proviseur? Parce qu'il logeait à l'établissement. Eh bien, l'établissement en culotte. Le matin, quand il est arrivé, il avait un bâton. Il soulevait ce bâton-là. Même si vous êtes en train de descendre, il y avait une descente là pour arriver au lycée classique de Bafia, où vous mettez à courir. Et quand vous mettez à courir, quand vous arrivez en classe, vous devenez, on dirait... Comme si vous êtes un peu fou. Comme si vous êtes un peu sous. Oui, comme si vous avez bu et puis ça n'allait pas. Vous êtes dans un état second. Oui, ce phénomène a tellement perduré à l'établissement d'où les parents venaient déjà retirer les enfants. Et lorsque nous avons fait le bac, parmi nous, il y a certains qui sont décédés. Oh là là. Et qui sont décédés. Et nous étions près de 80 en classe. Nous avons eu le bac, nous étions 22 en classe. Donc ce phénomène, c'est un phénomène très, très, très sérieux. Et aussi, après les histoires anodines sortant, on disait c'était aussi d'autres filles. Il y avait un groupe de filles à l'établissement qui le faisaient toujours. Et du moment où on avait retiré, c'est parce que le prêtre avait insisté qu'on fasse partie de cette fille-là. Elles étaient 3. Je vais juste taire le nom des filles. Donc le prêtre avait identifié. Il avait identifié. Il avait dit, il faudrait... Le prêtre était un prêtre voyant. Ça, j'étais encore toute petite, je n'avais que 16 ans. Donc, j'ai regardé tout ça. C'était comme un film pour moi. Et lorsque ces filles-là sont parties, automatiquement, parfait, ce phénomène s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Donc, c'est, comme le disait Achille, c'est un phénomène qui prend vraiment deux voies, soit les maîtres d'établissement, soit les élèves. Parce que les élèves pratiquent déjà des choses parfaites, pas du tout... catholiques. Lorsque vous regardez surtout des jeunes filles qui regardent des professeurs, des enseignants, je ne vais pas dire professeurs, quand on est au lycée, on est enseignant. Ces enfants utilisent des pratiques. C'est des professeurs de lycée, ce sont des professeurs de lycée. Des professeurs de grade. Moi, je sais que quand vous êtes enseignant dans un établissement lycée, vous êtes professeur, mais le grade de professeur, il est mérité. Oui, bon, voilà. C'est un autre débat. Voilà. Donc, les gens se disent, je suis professeur d'espagnol, donc vous êtes enseignant d'espagnol. Tu es anglaise à la base, donc tu es en train de parler la langue des autres. Ok, let me just say that I'm speaking French. I'm trying my best. Merci Yann Vondor. Pierre Blériot, Niamek, vous qui êtes habitué des situations compliquées,
comment vous expliquez, au-delà de ce que les uns et les autres ont déjà eu à apporter comme contribution sur cette plateforme, comment vous expliquez ce phénomène qui consiste à ce que des élèves ou certains élèves tombent dans certains établissements? Non, est-ce que je vais dire quelque chose au-delà? Un jour, dans ma tendre enfance, j'ai trouvé un ouvrage sur la table de mon homonyme. Il ne m'avait pas autorisé à aller lire là-bas. Ton grand-père? Mon grand-père. Le titre de l'ouvrage était The 6 and 7 Books of Moses. En fait, Moïse a écrit 5 livres qui sont dans la Bible. Et ce livre, lui, l'avait pour titre le 6e et le 7e livre de Moïse. Vous voyez? Donc, Dans ces derniers ouvrages. qui n'étaient pas dans la Bible. J'ai ouvert le livre, j'ai commencé à lire les premières pages. Et au fur et à mesure que je lisais, j'avais les maux de tête. Je lisais, les maux de tête devenaient de plus en plus violents. Oh, j'ai déposé le livre. Quand mon vieux est venu, il est rentré. 1 heure de temps après, il m'appelle, il me dit, Mbombo, viens. Je suis venu. Il me dit, tu étais sur ma table? Je dis oui. Tu as lu un livre là-bas? Je dis oui. Il me dit, on ne lit pas tout. Ce n'est pas tes livres. Il faut lire Mamadou Binet. Voilà, tu as tes livres là-bas. Bon, je le dis comme ça parce qu'effectivement, il y a d'abord des parents qui n'initient pas à leurs choses leurs enfants. Il y en a qui les préservent. S'ils se rendent compte que ces choses ne leur ont pas été profitables à eux-mêmes. C'est ça. Quand vous êtes honnête, ne transmettez pas à vos enfants ce qui ne vous a pas été en fin de compte profitable. Tout à fait. Mon homonyme, lui, il avait été quelqu'un d'assez compliqué, mais il avait su distinguer entre ce qui pouvait m'être profitable et ce qui ne pouvait pas l'être. Maintenant, il y a des enfants, dans les ordres par exemple, dans un des ordres que vous connaissez, lorsque vous avez moins de 12 ans, on vous met dans une section particulière et vous êtes des sortes de colombes. Des colombes, tout à fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. On initie donc ces enfants à des petites choses. Les enfants lisent des livres compliqués. Pour les plus curieux et les plus futés, ils vont même jusqu'à lire la Kabbale. La Kabbale vous enseigne des formules qui peuvent faire tomber les gens. Quelqu'un a parlé, ça peut être des promoteurs, ça peut être les élèves. Toujours est-il que l'école, disait Victor Hugo, est sanctuaire autant que l'église. Ça veut dire qu'il faut garder vos choses là. Et c'est pour ça qu'il faut sanctifier l'école. L'école est un lieu où on ne vient pas faire ces autres choses. Le grand danger, dans le cas de l'Afrique en général, c'est qu'on a tropicalisé même les ordres mystiques. Ah oui. Chez nous ici, Dommage. c'est les paresseux pour la plupart des cas qui sont affidés à ces ordres-là, parce qu'ils cherchent les voies de contournement. Ailleurs, c'est des gens qui ont, de manière libre, pris la résolution d'aller dans cette affaire. Deuxième problème chez nous, c'est que ça devient des lieux de cooptation forcée. Exactement. Si un ministre des enseignements secondaires est rosicrucien ou franc-maçon, il va soit forcer des censeurs et autres enseignants Les gens vont se battre. à devenir rosicrucien. Parce que je vais vous faire remarquer quelque chose. À devenir rosicrucien ou franc-maçon, quel est le danger parfait? Le danger, je l'ai souvent expliqué, si vous n'êtes pas rosicrucien ou franc-maçon à la base, vous le devenez à 40 ans, vous serez forcément un très mauvais rosicrucien. Parce que vous n'aurez pas le temps de subir toute la rigueur de la formation. Vous n'allez pas accepter de commencer, par exemple, à la section des néophytes pour apprendre les petites choses et attendre. Vous allez brûler les étapes. Et comme au Cameroun, en Afrique, on triche avec tout, ce qui va davantage vous intéresser, c'est l'autre côté que les ordres essayent aujourd'hui de couvrir. Pour ceux qui sont dans cette... Le côté de la Kabbale, les ordres eux-mêmes ont compris que la Kabbale était dangereuse entre des mains inexpertes. Tout à fait. Elle est très dangereuse. D'ailleurs, il y a eu un conflit au sein de la Rose-Croix d'Or à Morques, où l'un des pères fondateurs estimait qu'il fallait cacher désormais la Kabbale et un autre s'opposait à lui, estimant que les Rose-Croix devaient démocratiser la Kabbale. C'est donc des pratiques kabbalistiques qui en viennent à détruire les milieux sacrés comme l'école, les lieux professionnels. Même là où nous travaillons souvent, vous arrivez dans un bureau, vous trouvez par exemple les salamandres,
Trouvez les serpents. Trouvez les serpents. Ah bon? Les gens ne restent pas avec leur totem à la maison. Il y en a qui se baladent avec les totems. Dans les tiroirs. Ils viennent au bureau et déposent les totems. Non, vos totems, vous devez les garder pour vos sanctuaires. Merci Pierre Blériot. En une seconde, Roger. Le bon Basson qui est initié de Bon Basson. Il m'a rappelé. C'est un savant. Il m'a rappelé qu'on ne joue pas avec les symboles. On ne joue pas. Il a dit tout à l'heure, on ne met pas la bombe atomique entre les mains d'un inexpert. Il va bombarder le monde entier. Tout à fait. Et deuxième chose, il a dit, vous savez, les grands savoirs sont cachés dans les livres. Parce que c'est pas n'importe qui doit accéder à un certain type de savoir. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens font dans le proxélytisme. Tu montes en grade parce que tu ramènes le maximum de personnes. Même les fous, même les pickpockets, même les prostituées, on ramène là-bas dedans, etc. Or, c'est des milieux fermés. Les sages disent que la magie, c'est la science des mages, c'est-à-dire la science des sages. Il faut laisser les enfants tranquilles là où ils sont. Il faut laisser les enfants grandir. Tout le monde n'est pas destiné à aller faire ces choses-là. Tout à fait. Et je vous rappelle que quand vous nous regardez, pour des gens de notre génération par rapport à notre métier, nous avons accepté d'être là où nous sommes. Ça, et nous n'avons pas grand-chose à envier. Nous n'avons pas aux autres. Nous ne regrettons rien. Encore que voilà. Si on regarde ce que vous voulez dire clairement. Je veux dire que pour des gens, il y avait un choix à faire et de mon âge, certains roulent même en hélicoptère. Mais nous avons préféré rester là. Et ce que je vous remercie pour... Ils roulent en hélicoptère. Je vous remercie. Enfin, c'est pour vous dire. Franchement, moi, si j'avais... Vraiment, je serais dans une soucoupe. Voilà. Mais je voulais dire que je vous remercie de prendre la responsabilité de faire ce qu'on vient de faire pour éduquer. C'est un travail d'éducation. Ces choses-là sont extrêmement dangereuses. Il y a l'école de la vie, il y a l'école du village. Allez à l'école, allez apprendre. Apprenez même un métier. Aujourd'hui, chez les Blancs, c'est l'école métier. L'école métier. Si vous êtes ferrailleur, ferraillez bien, ça produit. Si vous êtes soudeur, soudez bien. Faites l'école, apprenez. Laissez ces petits raccourcis-là. La magie ne produit pas du pain. Très bien. Voilà. Merci Roger Kekdekiki, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant la dénonciation. Nous allons d'abord prendre une touche pause, qui s'impose d'ailleurs, et on reviendra pour lire les nombreux messages jusque-là parvenus. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. L'association Anyangvo Belinga, par son président national, le patriarche Esso Essomba, annonce à tous les Vogue Belinga ébénés du Cameroun et de la diaspora la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 en Bangassina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver en Bangassina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique des Vogue Belinga et Beneux. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Bangassina. Un retour aux sources pour une Anyangvo Belinga plus forte.
Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez Flanécole à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari.
Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h/24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. L'association Anyangvo Belinga, par son président national, le patriarche Esso Essomba, annonce à tous les Vok Belinga ébénés du Cameroun et de la diaspora la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 en Bangassina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver en Bangassina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique des Vok Belinga et Beneux. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Bangassina. Un retour aux sources pour une Anyangvo Belinga plus forte. Bon retour sur ce plateau. On va d'abord lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, très bonne émission comme d'habitude. C'est un message qui nous vient du plus 49 ans, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Et quand je peux, je ne loue pas avec tout le respect que j'ai de nos mystères. Mais très souvent, il existe aussi des explications simples. La saison sèche prend de plus en plus de l'ampleur. On oublie juste de boire. Il faut rappeler aux enfants de boire régulièrement. Ils doivent aller à l'école avec une petite réserve d'eau. Les adultes aussi doivent boire suffisamment en journée. Je parle boire de l'eau. Ngefak son oui. Faire les histoires là. Donc c'est pas les enfants là boivent pas suffisamment de l'eau qu'ils tombent. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour à tous sur le plateau. Blériot, quand on vous entend parler, Moula, on réalise que vous êtes un initié et un bon. Mais est-ce que vous y êtes entré pour être capté? Qu'est-ce que tu veux me savoir au juste? Attends, mais c'est clair que j'ai fait des écoles, non? C'est clair. Pour être coopté par qui? Moi, j'ai pas été appelé à quoi que ce soit par qui que ce soit.
Il continue en disant, dans certains lycées, les initiés du village y plantent des arbres de protection pour les élèves, mais certains proviseurs, une fois arrivés, les abattent, entraînant ainsi les phénomènes que vous décrivez, Jean 15 Issouk, depuis leur pomme à Douala. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur? Alors, bonjour parfait, très belle émission. Dites à Blériot Niemek de ne pas répondre, c'est l'effet de la drogue sans commentaire. Pierre Zambo, la dame à côté est très belle, I love you. Quand elle parle, ma respiration bloque. Incroyable. C'est I love you too. Jeanne. Devant ta Jeanne, voilà que quelqu'un... Il va savoir te love à la télé, il va te voir. Voilà la respiration de quelqu'un qui se bloque. Tu vois que tu crées aussi les tombes-tombes. Voilà quelqu'un qui peut passer sur le respire, il va tomber. Il aime voir dessus déjà. Bonjour, le tombe-tombe de la modération. Non, je ne suis pas... Pour la dénonciation du jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Un maître de la classe de CE2 a fui l'établissement d'un village du Cameroun. Celui-ci avait fouetté un élève parce qu'il était arrivé en retard, 10 heures. Avec les pleurs, l'enfant a seulement dit « Tu vas me sentir ». La nuit tombée, le maître n'a pas dormi. Il a passé toute la nuit fuir dans son sommeil parce que l'élève en question le poursuivait pour le fouetter. Le matin, il a seulement fait ses bagages et a quitté le village. Juste pour vous dire que c'est un phénomène réel dans notre pays, Hollande depuis Yaoundé. Incroyable. Autre préoccupation. Bonjour les gars du micro. J'ai vécu une scène similaire d'un pasteur en Vorada dont je tairai le nom. Ce monsieur, quand il arrivait même seulement à moto, étant même encore à 10 mètres du lieu de la messe, les fidèles commençaient à tomber. Quand ce prophète levait juste la main, tout le monde tombait. Et quand il mettait alors la main sur l'une des têtes, c'était grave. Ce monsieur vendait des paquets de lotus de 100 francs à 1000 francs et des bouteilles d'eau de 300 à 1000 francs. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Moi-même, je n'en sais rien. Disons qu'il était fort. Autre message ce matin. Bonjour parfait, dit à Blériot que je suis déçu parce que je savais qu'il est tout puissant Bombok. Mais un pasteur a fait descendre le Saint-Esprit hier pour ma première fois de voir Blériot être dominé. Fais un tour au village, voir les anciens. C'est Philippe depuis Kribi. Ta puissance baisse déjà? Non, bon, je ne sais pas si j'ai une puissance, c'est son jugement. Je crois que les uns et les autres ont vu l'émission d'hier. Le pasteur a pété un câble, je ne voulais pas gâter l'émission. Et même après l'émission, il n'arrivait même pas... Il a même dit, s'il faut être honnête, qu'il a peur que je vais lui lancer quelque chose. Bon, mais moi je l'ai. Donc... Ne venez pas faire la sorcellerie sur mon plateau. Hein. Alors, autre message ce matin. Bonjour, messieurs et mesdames. Je voudrais marquer mon étonnement par rapport à ce phénomène des trans. J'ai été proviseur de lycée pendant une dizaine d'années à Douala et ailleurs. Je vous assure, je n'ai jamais connu ce phénomène dans aucun lycée que j'ai dirigé. Jamais. J'ai fini par me demander s'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode et ou d'un besoin de reconnaissance de certains élèves désireux d'attirer l'attention sur eux. Non, madame le proviseur, vous venez de décrire, vous ne l'avez pas connu dans vos lycées. Conséquent, si les enfants étaient dans votre logique, comment ils vous auraient épargné vous? Mais c'est parce que vous êtes différente, certainement, des autres proviseurs. Pourquoi ils auraient choisi les autres proviseurs et jamais vous pendant une dizaine d'années? C'était pas les mêmes enfants partout. Oui, en réalité, le proviseur relève quelque peu ce que j'ai dit parce que le besoin d'affirmation, après avoir été initié, quand on arrive dans un milieu comme celui-là, on veut démontrer quelque chose. On veut le démontrer. On veut tester. On veut par moment tester. Et je vous ai dit que j'ai travaillé avec des enfants qui avaient dessiné le diable sur des bouts de papier. Ici, là, à l'école d'homme japonais, là, et Foulanpon, à l'intérieur, quand je venais d'arriver dans ce quartier-là, on a dit que les enfants qui avaient été fouettés se sont transformés en lions et en reptiles et la maîtresse a pris fuite.
Ça s'est passé ici. Oui, et c'est pas loin de ce que je vous ai dit. La maîtresse qui a fouetté les enfants a dû prendre ses clics et ses claques pour fuir face à la colère des enfants. Ça, c'est vrai. Hein? Et ça, c'est vrai. Enfants sorciers. Et ça, c'est vrai. Certains de mes camarades, je vous l'ai dit, à l'initiation au village, faisaient ça, faisaient ce genre de pratique à certains... Autre message. Bonjour parfait, bonjour à tous les panélistes. Blériot, merci une fois de plus pour cette dénonciation. Ces tombes ne sont pas anodins. C'est parce que les responsables de ces milieux sont dans des sectes et font des incantations dans leur milieu de travail. Et quand les enfants arrivent, ils sont saisis par ces démons. Ils tombent et pour le leader, ça lui fait de la cote dans son milieu. Le plus grand nombre, certainement, lui fait monter des grades dans sa loge. Et c'est très dangereux pour nos enfants. C'est Pauline depuis Yaoundé. Bonne continuation. Merci. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce matin, nous avons choisi de parler de la polygamie. Pour ou contre la polygamie. C'est un vieux sujet, mais qui reste d'actualité. Je commence par Eric Achille. Eric Achille, vous qui êtes bantou, moi je disais à l'époque que j'étais bantou d'essence traditionnaliste, pour ou contre la polygamie. C'est vrai que quelqu'un va trouver la question un peu bizarre, mais il faut toujours qu'on se rassure que nous sommes au même niveau de compréhension qu'entend-on par polygamie. La polygamie, c'est tout simplement le fait qu'un homme épouse plus d'une femme. Ça peut aller... Et là, il faut dire que c'est homme et femme. Ce n'est pas autre chose. La précision vaut la peine, vu le contexte. Vu le contexte. Donc, c'est donc le fait qu'un homme épouse plus d'une femme. Et la polygamie relève par moments des systèmes d'organisation de nos sociétés. Disons également que en face de la polygamie, il y a son opposé. La polyandrie. La polyandrie, qui n'est pas reconnue pour le cas du Cameroun. Oui, en fait, je préfère ne pas parler de la polyandrie parce que ça sonne mal. Non seulement ça sonne mal, mais c'est des valeurs qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde naturel. Disons quand même pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas que la polyandrie, c'est quand une femme peut avoir plus d'un homme. Mais vous permettez que je vous vole une minute? Allons-y, bien. Juste pour que nous précisions. La polygamie, on l'a ramené aux hommes, non. La polygamie, c'est le grand concept, d'accord, qui a deux sous-concepts. La polyandrie et la polygénie. Ce que les hommes appliquent, c'est la polygénie. Et les femmes, la polyandrie. Mais comme nous avons ramené ça aux hommes seuls, on appelle donc la polygamie en général. Mais pour nous spécifiquement, c'est la polygénie. Oui, on rentre donc dans le cadre de notre société. Allons-y. Voilà. Dans le cadre de notre société et de notre environnement, la polygamie est une valeur naturelle. C'est un comportement naturel issu du système d'organisation de notre société. Même cette fameuse polygénie dont vous parlez, ou la polyandrie, n'est-ce pas, elle semble ne pas cadrer avec les valeurs, et c'est pour ça que nous revenons sur l'environnement. Dans notre environnement, justement, et l'environnement, quand je dis environnement, c'est l'Afrique en général, et l'Asie, où les religions, la plupart des religions sont nées, la valeur, ce qu'on reconnaît, c'est ce que nous on appelle dans notre contexte la polygamie. Et la polygamie en tant que valeur est quelque chose que tout homme, à laquelle tout homme aspire. Il y a je crois, une écrivaine, une dame qui a mené une recherche sur la polygamie. On l'appelle Berthe Lolo. Elle parlait de la polygamie de fait et la polygamie, n'est-ce pas, du cœur. C'est pour dire que, en réalité, l'ensemble des religions, si nous prenons le cas de l'islam, l'islam encourage la polygamie à condition que l'homme soit équitable, juste et équitable. Nous avons parlé des religions. L'ensemble des religions, si vous prenez les prophètes, les messagers et autres, ils ont été des grands polygames. Il y en a qui sont allés à 150 ou au-delà. Donc la polygamie permet non seulement à l'homme
de pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, mais davantage, elle l'aide. Elle a un caractère social parce qu'elle l'aide. Nous sommes dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Elle aide toutes les femmes à ne pas chômer. C'est une réalité. Donc en fait, nous aidons les femmes. En réalité, le mariage a un caractère social, hein, c'est-à-dire l'homme ne saurait vivre seul. Très bien. Et il faut qu'il soit accompagné. Être accompagné ici permet à la femme aussi, parce que ce n'est pas que l'homme qui mérite d'être accompagné. Les femmes ne supportent pas la solitude. Les femmes, en réalité, ne supportent pas la solitude. Et les hommes aussi. Mais maintenant, la femme gagnerait à être à vivre avec un homme avec qui ils vont passer leurs derniers jours. Et Blélo a donné un conseil à notre consoeur tout à l'heure et à les Claudia. femmes. Oui, c'est-à-dire, il faut éviter de penser que le mariage est une fin en soi. Mais en réalité, le mariage permet à l'homme ou à la femme de pouvoir se socialiser. Et c'est dans ce sens que je dis oui, il faut être polygame. Moi, je parle de la polygamie de fait. Et je me dis par moment, ceux qui ne devront aborder ce sujet que ceux qui sont dans la polygamie de fait. C'est compris. Roger Kek de Kiki, j'ai longuement discuté depuis des années avec certains individus, qu'ils soient hommes avec petit H ou alors tout simplement des femmes. Beaucoup pour condamner la polygamie m'ont fait comprendre que parfait, la polygamie c'est la sorcellerie. Je dis comment ça? Elle me dit que quand tu es un homme, dès que tu as 2 femmes, ça devient compliqué. Quand tu as d'abord une femme, il me dit c'est peut-être 10 esprits que tu dois maîtriser. Quand tu apportes une deuxième femme, ça fait 20 esprits. Or, entre-temps, les 10 esprits même que tu avais d'abord, tu ne les maîtrises pas. Tu ajoutes des esprits comme ça. Maintenant, quand tu as 2 femmes, 3 femmes, elles vont commencer une guerre, une bataille, la jalousie, ceci, les enfants de l'autre et les enfants. Alors, pourquoi les enfants de l'autre, ils font bien l'école et d'autres n'excellent pas. La sorcellerie commence. Et nous est parfait. Si tu veux vivre longtemps, évite la polygamie. Est-ce que le monsieur qui me donnait ce conseil, ou bien ceux qui pensent ainsi, ont raison, ou alors il y a un peu d'exagération? J'ai eu à discuter de ce sujet avec un pasteur. Et il m'a fait observer un certain nombre de choses. La première est que si on parle même de la définition déjà, Blaireux le disait, hein, oui. C'est devenu même un statut matrimonial. La polygamie, c'est le fait pour un individu d'avoir plusieurs partenaires, polygamie ou polygynie, comme il disait tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, la Bible a toléré, Dieu a toléré la polygamie, même la bigamie. Ce n'est pas condamné de manière explicite. Et tous les prophètes, comme il vous disait tout à l'heure, Abraham a fait de la bigamie, Jacob, parce que polygamie. Salomon, le roi Salomon, lui, il avait 700 femmes et 300 concubines. Dieu a permis qu'il ait même des concubines. Ce ne sont pas des contes des faits? Non, pas du tout. Comment quelqu'un peut avoir 700 femmes et 700 concubines? Mon beau-frère, ici à Yaoundé, il avait 80. Voilà. Et voilà Balthazar qui vient de vous prouver que, en réalité, les femmes là n'aiment pas se sentir esselées, abandonnées à la maison, toutes seules à regarder la télévision et à arroser le jardin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais maintenant, l'homme de Dieu avec qui j'avais discuté m'a dit, la Bible dit, Dieu demandait simplement aux polygames de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Et dans la polygamie, là, chaque épouse connaît sa coépouse. Pas que tu es marié et tu fais des choses en cachette. C'est-à-dire que si tu veux être polygame, officiellement, tes épouses sont tes épouses officielles. Chacune a ça. Mon ami William Masso avait ses épouses là-bas à Bonabiri. Chaque épouse avait sa maison. Tu as ta maison. Il vient de temps en temps. Est-ce qu'il est encore en vie? Non, il est décédé. Il est parti, voilà. Et le chaud lapin avait plusieurs femmes.
Ils mettaient tous leurs pantalons au niveau du ventre. Oui, tu ne peux pas prendre toutes les femmes, tu les remplis dans une même maison et elles se partagent la cuisine et tout. Donc là, c'était la polygamie de nos parents, hein? Non, c'est extrêmement compliqué. Et maintenant, quand on parle des prophètes, ils avaient une élévation d'esprit. C'était des hommes esprits. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament n'a pas explicitement condamné la polygynie, la polygamie ou la bigamie. Pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là en termes de régime? Est-ce que la polygamie, c'est la sorcellerie? Non, vu sous ce prisme, je viens de vous dire que ce soit l'islam ou le christianisme, maintenant, condamner les femmes qui vont commencer à se détester. Voilà. Les femmes qui vont commencer à aller voir les marabouts parce qu'il faut tuer sa couille. L'être humain est devenu complètement matérialiste et calculateur. La polygamie devient donc un problème aujourd'hui. La plupart des couples polygamiques qu'on a vus là, ça s'est terminé par une guerre. Entre les enfants, ça ressemble à l'Israël et à la Palestine. C'est la guerre. C'est-à-dire que chaque enfant, les enfants se battent pour les intérêts de leur mère. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compréhension. Donc, quand vous voyez ça matériellement et physiquement, ça ne vous encourage pas à aller pratiquer. Parce qu'il faut une élévation d'esprit. Il faut être au-dessus d'un certain nombre de choses pour vivre ces choses-là spirituellement, pas matériellement. Concrètement, les cas de polygamie que nous rencontrons dans nos sociétés sont un désastre. Et aussi la ruse des hommes. Vous avez quelqu'un, il vous dit qu'il est monogame. Vous avez vu un ancien président de la République en France? Oui, il montait sur une moto sur une moto pour aller chez la maîtresse. Déjouant ses gardes du corps pour aller voir sa maîtresse. Ça, c'est l'hypocrisie. Hein? Et d'ailleurs, le président Macron vient de vendre cette moto aux enchères. Il a vendu la moto. Ah bon? Donc, vous ne pouvez pas pratiquer la double vie. Parce que la polygamie est interdite par la loi en France, par la loi française. Et les dirigeants pratiquent la double vie. C'est-à-dire que... Justement, d'ailleurs. Ils sont le soir en cachette, il part faire ses choses, il revient. Si vous voulez la polygamie, faites-la clairement. C'est-à-dire, si vous voulez épouser des femmes, vous épousez celle, si vous la dotez convenablement, l'autre vous la dotez convenablement, elles se connaissent, elles ont chacune sa maison, vous vous organisez, elles s'organisent pour gérer leur mari, et il a parlé d'équité. Il ne faut pas marginaliser une seule de ces femmes. Vous faites une rotation. Si vous avez acheté des vêtements à celle-ci, vous en achetez à l'autre. Vous vous occupez équitablement des différents enfants. Si vous pouvez donc pratiquer l'équité telle que les prophètes de la Bible la pratiquaient, vous êtes dit d'être un polygame. Mais si vous laissez l'une mourir dans le foie, sans venir vous occuper d'elle et sans lui donner à manger, vous êtes en train de créer donc la sorcellerie et de produire les génies. Enfin, vous avez parlé des génies ou des totems? Enfin, moi, il n'y a pas de la sorcellerie. Vous êtes en train de fabriquer de la sorcellerie qui va vous décimer. Merci bien. Alors, Jeanne Vondor, j'ai voulu que vous écoutiez quand même d'abord certains hommes sur le plateau, hein, pour que nous prenions aussi l'avis de la femme. Parce que par moment, nous parlons pour nous-mêmes, nous les hommes, et nous parlons aussi pour les femmes. Alors que les femmes n'ont pas donné leur avis, leur opinion. Il y a donc une femme sur ce plateau pour ou contre la polygamie. Enfin, ici, j'ai senti que tu m'as vraiment taquiné ce matin. Comment ça? Non, ça, c'est me taquiner. Je félicite déjà Blériot. Hein, parce que lui, il n'a pas fait ce dont on appelle la polygamie déguisée. Comme le font certains. Parce que tous les hommes sont polygames. Ah bon? Tous les hommes. Même pas fait. Il faut que l'émission se finisse. Il faut que l'émission se finisse normalement. Oui, je continue. Il faut que l'émission je félicite Blériot. Pourquoi? Parce que quand vous êtes polygame et vous arrivez à assumer, vous êtes un homme à respecter. Déjà, parce que quand la polygamie, c'est pas une pratique du tout facile. Pas du tout. Elle n'est pas facile. Et j'interpelle aussi ceux qui sont polygames déguisés de pouvoir officialiser, comme l'a dit Roger. Des petits hypocrites. Parce que vous, les hommes, il est à la maison, il rentre à 15h30. Pourtant, il a 2 à 3 concubines quelque part qui sont logées, bien nourries. Et celle qui est à la maison... Il a même les enfants. Bien sûr, c'est le jour de son deuil qu'on reconnaît les visages. J'avais vu une histoire, assisté à une histoire pareille. Tout à fait. Et moi aussi, de même, hier, j'ai eu un oncle comme ça, paix à son âme. Tous ses enfants étaient comme lui-même, sa photocopie, tout, c'était lui.
Donc il avait les concubines un peu de partout, mais personne n'avait su. Donc je suis contre la polygamie. Moi, je n'accepte déjà pas cela. Et pourquoi? Je suis contre. Pourquoi? Parce que la polygamie, ce dont j'ai vécu, la polygamie a entraîné trop de sorcellerie dans ma famille. Oui, et je parle du côté paternel, d'où mon papa était fils unique et son papa a jugé qu'il fallait qu'il ait des frères. Il a donc épousé une dame qui était déjà veuve, dont mon grand-père. Et quand cette dame est arrivée avec ses enfants, mais c'était toute une catastrophe jusqu'à aujourd'hui. Des frères qui ne se parlent pas, qui ne s'asseyent pas pour discuter, pour se dire, vous voyez votre frère qui vous a pris, parce que mon papa a longuement travaillé à la CNPS, il a récupéré ses frères, il les a mis à la maison, mais je vous assure, c'était tout un désastre jusqu'à présent. Donc, contre la polygamie, ce dont j'ai vécu, je pense que c'est pas une... Vous avez gardé de très mauvais souvenirs. Des très mauvais souvenirs. Et un conseil de ma femme maman au chevet de son lit qui m'avait dit, ces dernières heures de vie, qui m'avait dit, si tu as un mari et il te fait comprendre un jour qu'il a une autre femme qui va amener à la maison, porte tes affaires et va-t'en. Oh là là. Donc, on n'accepte pas cela. Est-ce que c'est parce que ta maman, elle avait vécu une mauvaise polygamie qu'elle t'a mis toute cette peur dans la tête? Non, mon papa n'a jamais été polygame. En fait, c'est dont elle avait vu dans sa belle famille, quoi. Mon papa, son papa qui était polygame, donc elle a tellement vécu cela et ça l'avait frustré. Est-ce que vous n'avez pas aussi vu des polygamies qui ont réussi? Parfait à 80%, non. Toutes les polygamies que moi j'ai... Voici la polygamie de Blériot qui réussit, non? Oui, elle réussit parce que Blériot, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui sait taper. Tu peux même dire qu'elle réussit pour l'instant. Non, elle va réussir. Blériot, je le connais d'une sagesse vraiment extrême et j'ai déjà eu à rencontrer deux de ses épouses. Et mais quand j'ai discuté avec l'une d'elles, que je salue avec tout mon respect, j'ai senti une femme heureuse. Une femme qui m'a dit j'aime ce monsieur parce que il sait ce qu'il fait. Et je suis une femme, nous étions autour d'une table, qui m'a dit je suis une femme très heureuse. Donc pour pouvoir dire cela, je dis donc l'heureux c'est un exemple, mais il a ses tactiques à lui. Donc tout autre polygame, parce qu'il y a d'autres ici parfaits qui ne savent que le lit. Pour lui la polygamie c'est le lit. Lorsqu'il arrive, il faudrait qu'il soit satisfait, mais il n'a pas d'objectif avec ces dames-là. Il peut vous épouser, mais il n'a rien à y voir. Donc, raison pour laquelle je suis contre la polygamie, si déjà l'homme ne sait pas ce qu'il entreprend faire. Merci. Pierre Blériot, Niamek, évolue un peu dans le débat, même si tu peux revenir en arrière si cela te semble bon. Prenons le cas justement, les hommes commencent à décider d'être polygames, ainsi de suite. Est-ce que tout homme avec petit H peut être polygame? Parfait, ici, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent souvent pour qu'on en parle, mais je vais vous faire des révélations. Il faudrait prêter attention à ça. Oui. Je vais vous parler du mariage spirituel. En fait, il y a beaucoup de polygamie que vous ne voyez pas autour de vous. Quand une femme accouche des enfants avec des pères différents, c'est la polygamie. Mais on n'a pas prêté attention à ça. Chaque père d'enfant est un mari et cet enfant qui naît d'une autre union. Ce n'est pas parce que vous habitez seul avec votre mère que vous n'êtes pas dans la polygamie. Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Je comprends. Vous êtes dans la polygamie. Il y a donc beaucoup de frères qui disent qu'ils ne sont pas dans la polygamie, mais ils sont des enfants issus d'un mariage polygamique. Leur mère était polyandre. C'est pas le fait de les avoir pris. C'est pour cela que c'est autant d'esprit que vous avez quand vous avez eu des enfants avec plusieurs papas. Et les conflits qui peuvent naître dans une telle famille sont plus violents que des conflits qui naîtraient dans une famille que vous croyez être polygame. Pareil pour les hommes. Mais la polygamie, c'est un système spirituel d'abord. Si vous voulez être polygame, la première règle, c'est que la première femme que vous devez épouser doit être une femme qui accepte votre forme de spiritualité. C'est elle qui va vous donner l'autorisation de faire venir d'autres femmes. Et c'est par son canal que les autres femmes vont entrer. Et vous allez réussir à dominer ces femmes si vous êtes en bonne complicité avec la première. Si vous ratez ce coaching-là, vous êtes perdu. C'est là que ça se joue. Et on ne l'a choisi pas au hasard. Il faut donc être initié pour savoir quelle est cette femme-là.
Parce que vous allez vous cacher en elle d'une certaine manière. Et elle, chaque fois que vous aurez une copine, ce que vous faites, que vous voulez épouser, une fiancée, vous venez lui en parler. Vous lui dites que j'ai tel, vous lui en parlez. Et si elle vous dit non, et comment vous lui en parlez? Parfait, ici. Pour demander à votre femme si elle va vous autoriser à prendre la deuxième femme, vous lui donnez de l'argent comme nous sommes dans le monde moderne pour qu'elle vous fasse un bon marché, Pendant une semaine, vous lui faites plaisir, vous lui donnez les choses qu'elle aime. Et la nuit qui précède le jour où vous devez lui parler de ça, vous lui faites très bien l'amour. Au petit matin, vous vous concentrez. Oui, vous lui faites très bien l'amour. Au petit matin, vous lui dites, j'ai une demande à te faire. Les mots vous lui parlez de la femme, si elle vous dit oui, c'est oui. Si elle vous dit non sur cette femme-là, passez à une autre. Si vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas le choix de l'homme qui devient polygame. C'est le choix de la femme. Et vous verrez dans les polygamies bibliques, c'est ce qui se faisait. Blériot, je vous pose une question. Parce que vous dites là, est très beau. Si vous tombez sur une femme, vous lui parlez de cette affaire et te dites que je ne vais rien entendre. Non, vous n'avez pas suivi le débat. J'ai suivi. Vous n'avez pas suivi. Elle-même que vous prenez en premier lieu, vous ne la prenez pas n'importe comment. Vous comprenez? C'est qu'en général, vous épousez des femmes dont les yeux intérieurs sont ouverts. Elles ne peuvent pas accueillir positivement d'autres. Permets un peu Elles ne peuvent pas. Il y a des femmes qui peuvent accueillir parce qu'elles ont un réceptacle. Elles peuvent accueillir. Et c'est elles qui vous bénissent et vous protègent dans la suite de votre polygamie. Si elle n'est pas de cette nature, la seule chose à faire, si vous voulez être polygame, c'est de vous en séparer et recommencer. Vous ne pouvez pas mettre au-dessus d'elle d'autres femmes si elle ne les a pas acceptées. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi Abraham aille avec Agar? Parce qu'il faut que j'illustre. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui fait pas d'enfant. Sarah a 90 ans. Abraham en a 100. C'est perdu. Bon, les gens de l'époque vivaient jusqu'à... Alors, mais c'est déjà perdu. Ce que Abraham va faire, c'est qu'il va demander à Sarah, on parle du Saint, il va demander à Sarah, qu'est-ce que... Sarah lui dit, prends ma servante, Agar. Et je vais vous montrer dans le secret. Abraham prend Agar et fait un enfant avec Agar. Sauf que Agar veut se révolter et montrer que... Vous savez ce qu'Abraham fait? Abraham retourne avec Sarah et dit à Agar que tu reprends ta place de servante. Comme tu n'as pas compris le jeu. Donc c'est Sarah qui demeure encore la femme d'Abraham. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ramasser des panthères pour venir détruire la première femme. Nous lui créons des... Dès que tu fais comme ça, la femme aussi dit, ok, nous sommes en guerre. Celle qui vient ne vient pas comme étant soumise à la première. Elle vient en guerre contre la première. Il n'y a pas de hiérarchie dans ton affaire là. Dès qu'elle vient, elle s'engage à la guerre. Et c'est une guerre donc qui va durer. Interminable. Non, mais c'est clair que quelqu'un va y laisser la peau. Oui, Roger Kiek. Alors vous venez d'écouter le grand maître polygame, avec beaucoup de tact et beaucoup de sagesse. Mon grand-père, dont je porte le nom, le père de ma mère était polygame. C'est presque le même cheminement parce que la première avait des difficultés à enfanter. Et c'est elle qui lui a donné la permission de prendre les autres. Et d'ailleurs, c'est elle qui préparait la dot pour aller. J'ai c'est vrai que je vais peut-être vous couper. J'ai également mon père qui m'a raconté son affaire, mon papa, parce que moi je suis d'une lignée polygamique. Mon grand-père l'était, mon père l'était. Il a eu une première femme, effectivement, avec qui il n'a pas eu d'enfant pendant plusieurs années. Et il fallait prendre une deuxième femme. Et il m'a toujours dit que sa femme acceptait qu'il prenne une deuxième femme. Voilà. Il aime aller plus loin. C'est ce qu'on venait de dire, Roger. L'argent qui avait servi à la dot de la deuxième, c'est la première qui gardait cet argent-là. Voilà. Donc, est-ce que tu avais vu la mort entre les deux? Non. Et dans la plupart de ces cas-là, c'est la première qui est la maman, la reine mère. C'est même elle le véritable mari, époux des autres, qui bâtit la prospérité. Parce que si elle ne s'implique pas, il n'y a pas de prospérité. Et je pense que le doit commencer le livre. Nous allons apporter une contribution. Il faut enseigner l'école africaine de la sagesse. L'école africaine. On le dit en rien, mais c'est une bonne idée. De fait, l'Afrique est polygamique. Et vous voyez que ce qui a découlé de la progéniture du patriarche Abraham, c'est le conflit israélien. C'est le conflit israélien palestinien qu'on a là. Parce que
Ismaël n'a pas accepté Isaac. Voilà. Très bien. Lisons quelques contributions. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, bien le bonjour au panel. Mais alors, tous les vendredis, je me dois de regarder Espace Miné en direct quand mon crush, Madame Vondon, est présente. Ouais, on parle de je pense que... On va enlever Madame Vondon les vendredis, parce que vous nous troublez l'émission. Il continue en disant, je salue la pertinence et la profondeur de ces analyses. Un seul mot, continuez à vous édifier. Il voulait dire peut-être à nous édifier. On s'est dit à dimanche avec un nouveau nœud papillon du grand frère Blériot Niamek, bien à vous. Autre message ce matin. Alors, 213, c'est l'Algérie. Pierre Blériot, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma première femme me dérangeait beaucoup. Elle m'insultait et ne me respectait pas. Dès que j'ai pris une deuxième femme, et elle s'est calmée. Le remède de la femme, c'est parfois la femme. Voilà Eneo qui dérange les Camerounais parce qu'il sait qu'il est seul. Mais le jour où on va trouver un deuxième Eneo, la première doit se calmer. Bon, je ne vais pas lui répondre comme ça. Autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Un jour, Papa Blériot avait dit, je cite, la femme est un problème à résoudre. Et le plus facile pour le résoudre, c'est d'en avoir plusieurs. Plus le temps passe et plus je mesure la profondeur et la pertinence de ce propos. Et quel brillant exposé de Papa Blériot aujourd'hui. Papa Blériot, futur ministre de la polygamie. Ayop, 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 c'est Papou depuis le tragage. Papou est un fidèle, hein? Fidèle et fidèle, Papou. Ouais. Autre message rapidement ce matin. Bonjour à tous. La polygamie n'est bien que quand le papa est encore en vie. Quand le papa vit, tout est bien. Les enfants aiment, les femmes s'aiment, tout le monde se fait les bisous sur la bouche. Mais dès que le papa meurt, les problèmes commencent. Les hommes sur le plateau ne peuvent pas me donner une famille polygame qui est restée unie après la mort du papa. Parmi les grandes familles polygamiques au Cameroun, c'est Alain Dessois qui envoie le message. Vous avez quelques familles polygamiques qui sont restées unies après la mort du papa? Non, il y a des familles, il y a des familles, elles ne sont peut-être pas les plus connues, mais elles ne sont pas célèbres. Elles ne sont pas célèbres. Le problème après le décès du polygame, c'est l'absence de partage des biens. C'est tout. Parce qu'en réalité, nous, et moi j'ai coutume de le dire dans mon entourage, je dis, quand je meurs, dès que je meurs le lendemain, partagez tout. Et moi-même, je donne déjà des orientations dès aujourd'hui. Mais vous devez d'abord partager tant que vous êtes en vie. Justement. Voilà. Parce que si vous mourrez, vous ne partagez pas. Ce sera très compliqué. Et vous vous rendez compte dans nos villages que les grands-parents n'ont pas partagé le terrain. Quand on arrive, les parents disent que c'est pas nous qui allons partager. Donc, ils transmettent la patate chaude à la génération. À l'autre génération. Or, c'est une erreur parce que c'est une source de conflit et de sorcellerie. Parfait, je vais non, en fait, l'Afrique s'est heurtée à une nouvelle difficulté. Chez nous, on ne partageait rien. Mais quand nous sommes entrés dans le capitalisme, cela nous a obligés à partager. Tout à fait. Maintenant, les familles que vous connaissez sont des familles de richesse. La richesse matérielle qui devient donc un système de capitalisme demande qu'on dise à chacun sa part du vivant du papa. Tout à fait. Et qu'on crée cette nouvelle situation que nous devons gérer nous oblige, pas seulement dans la polygamie, parce que même les autres familles monogames, entre guillemets, quand le papa était riche et qu'il meurt, vous voyez ce que les enfants deviennent. Il faut partager les biens parce qu'on n'est plus dans l'Afrique traditionnelle. Il faut d'ailleurs que chaque femme ait son secteur sur lequel elle a une entière autonomie. Très bien. Alors, on repart au 213, c'est l'Algérie. Perfecto, j'aimerais poser une question. Ces femmes qui prétendent à la polyandrie, dans le cas où une femme épouse deux hommes, si elle tombe enceinte, l'enfant sera pour qui? Ou alors, si elle fait des triplés au premier mari, le deuxième mari doit attendre au moins 3 ans, le temps qu'elle s'occupe et allaite les 3 enfants, pour que son tour arrive. Il y a des hommes. Parmi les hommes, il y a des omelettes. Voilà. Parmi les femmes, des hommes, il y a des femmelettes. Il faut peut-être dire aussi que dans l'Afrique traditionnelle, il y avait la polyandrie.
Et effectivement, la femme épousait des hommes qui étaient de petits hommes, de tout petits hommes. C'est-à-dire, il y a des hommes là faits pour servir les femmes. Alors, vers la fin, l'Algérien nous fait comprendre que Roger Kiek, moi j'ai connu des familles monogames où la guerre de l'héritage était plus violente que dans certaines familles polygames. Et j'ai connu aussi des familles polygames où il y a toujours eu la paix, même après la mort du chef de la famille. Vous parliez tout à l'heure de la polyandrie. Je vous rappelle que ma grand-mère paternelle, après le décès de son mari, est partie en mariage chez l'un des frères de son mari, avec qui elle a fait aussi d'autres enfants. Parce que dans l'Afrique traditionnelle ancienne, l'épouse ne sortait pas... Et c'est de la polyandrie en fait. Du giron familial. Les choses de la famille. Ah, la polyandrie, voilà. Oui. Le frère restait encadrer la veuve de son frère et les enfants, et il pouvait en faire aujourd'hui. Puisque dans l'Afrique, là, d'ailleurs, même à l'époque de mon grand-père, tu pouvais arriver chez ton frère, il a 5 femmes, il te donne à l'une de te préparer le lit. Ouais, ça veut dire. N'était pas matérialiste, capitaliste. Ces gens-là étaient spirituels et avaient un degré d'élévation et ils qui n'a pas généré les guerres et les conflits. Roger qui savait le vrai amour. Nous n'en sommes même pas capables. Maintenant, tu vas voir un frère qui danse le zouk avec ta femme dans une fête. Tu viens passer à côté, tu dis à ton frère, non, c'est toi qui veux ma mort. C'est la juste danser le zouk. C'est normal. Le frère pouvait demander à l'une des épouses, prépare lui le lit. Oui. Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Tout à fait. Jeanne Vondor, au sujet de la polygamie, que faisons-nous? Tu as dit que tu étais contre. Oui, je suis contre la polygamie parce que, en fait, venant de tout ce qui s'entraîne à la fin, si déjà le polygame n'a pas été quelqu'un de vraiment scié, mais déjà, je voudrais aussi attirer l'attention des femmes. Vous savez, quand vous avez une lacune, et peut-être vous ne savez pas comment gérer votre mari, et votre mari vous propose déjà, comme l'a si bien dit Blériot, que je souhaiterais prendre une autre. Il faut accepter qu'on ne sait rien faire. Quand nous sommes incapables, acceptons que quelqu'un d'autre vienne nous apprendre. Vous avez aussi insisté sur un point là tout à l'heure, Jeanne Vondor. Vous avez fustigé le comportement de certains petits hommes qui ne s'assument pas. Devant tout le monde, il dit qu'il a une femme, mais dehors, il a une kyrielle de femmes à qui il loue des maisons, il fait des enfants, il fait même des mariages là-bas dehors. Tout à fait. Mais la femme de l'intérieur, elle est persuadée qu'elle est seule. C'est le jour où monsieur meurt que tu te rends compte qu'il y a au moins 4 veuves. Mais parfait. Que faisons-nous de ce genre d'hommes? Parce qu'il y a une race d'hommes qui évolue comme ça. Parfait, j'ai dit toujours, la femme doit déjà mettre en tête qu'elle n'est pas seule. D'abord. Oui, ça c'est clair. Même si l'homme rentre à 12h, midi, il est assis là. Il te dit, il éteint le téléphone. Et vous n'êtes pas seul. Mais déjà, pour ces hommes qui font la polygamie... Donc quand il rentre à 12h, il éteint le téléphone. La plupart des hommes, mode d'avion. Son téléphone ne sonne pas. Il vous dit, j'ai tellement eu les appels, vraiment, je travaille avec les médecins, je vais me reposer. Non, ça c'est la loi. Il faudrait que quand il entre chez lui, la dame n'appelle plus, ça c'est clair. Donc déjà, les hommes qui sont à l'extérieur et qui louent les maisons, ce sont des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce ne sont pas des hommes entrepreneurs. Et après, c'est une terrible guerre. Il installe la guerre dans la vie de sa progéniture. Très bien. C'est la fin de ce programme. Merci à Jeanne Vondor, justement. C'est la femme de tous les vendredis. Merci à Eric Achelko. Merci à Pierre Blériot. Merci également à Roger Kiek de Kiki. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, Libre Expression. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine, mais en attendant, une question. Avec tout ceci, que faire?